Bonjour Monsieur Effé. Bonjour. Donc vous êtes réputé dans tout le Cameroun pour être un homme de culture. Vous avez enseigné à l'université de Yaoundé. Vous êtes Douala, tout comme moi, et spécialiste de cette ethnie et de ses traditions. Donc nous vous remercions d'être venu aujourd'hui répondre à nos questions. Et nous allons donc évoquer avec vous Douala pendant la période de 1914 à 1916. Bonjour. En 1914, les Allemands exproprient les Douala de leurs terres. Est-ce qu'aujourd'hui, il existe encore des traces de ces mesures dans le paysage urbain de Douala? Oui, les traces sont assez diverses, encore que peu en nombre, pour des raisons que j'expliquerai. Vous avez des immeubles, des rues et des monuments. En matière d'immeubles, vous connaissez sûrement la pagode, qui n'était rien d'autre que le palais du roi Mangandumbe, c'est-à-dire le père de Rodolphe Douala Mangabel. Et ce palais a fait l'objet d'un certain nombre de sentiments assez intéressants. Le gouverneur allemand, Jesko von Puttkamer, quand il a réalisé que ce palais n'a pas été construit par un Allemand, mais par un Douala, il a piqué une crise de jalousie parce que c'était l'immeuble le plus solennel, le plus beau du pays. Et ceci l'a amené en 1901 à décapitaliser la ville de Douala, c'est-à-dire à ôter la capitale de Douala pour l'emmener à Buea, oui, pour, entre autres, avoir l'occasion de construire un palais encore plus grand et plus beau. Oui. Dans le même secteur, vous avez la direction générale de la société maritime Wörmann. Wörmann est l'un des hommes avec qui on a eu à compter pour la signature du traité Germano-Douala de 1884. Ouais. Donc, cet immeuble qui tient encore debout raconte l'histoire d'un traité violé, parce que très peu de temps après la signature de ce traité, on assistait à ce fameux plan d'urbanisation de la ville qui s'était agrémenté de l'expropriation des Douala de leur zone de résidence en bordure du fleuve. Ouais. Donc voilà ce que raconte cet immeuble-là à ceux qui sont encore en vie. Lorsqu'ils connaissent cette histoire, ils se rappellent ce traité et surtout sa violation. Il y a donc un certain nombre d'autres monuments. Le palais des gouverneurs allemands. Vous ne le verrez pas parce qu'il est enfermé dans le complexe, l'actuel complexe du palais présidentiel. Dans cette cour-là, il y a deux palais. Le palais présidentiel camerounais et l'ancien palais des gouverneurs allemands. Et celui-là, il a une histoire encore plus marrante. Il raconte, en effet, c'est le second palais. Parce que le premier a été incendié, oui, au cours d'une révolte, la révolte des ouvriers dahoméens.
C'est d'anciens esclaves que les Allemands sont allés acheter au roi d'Abomey, au Dahomey, des mains du roi Béhanzin, pour qu'ils viennent à Douala racheter par leur travail forcé leur liberté. Et quand on regarde ce palais, l'actuel, on ne peut pas ne pas se souvenir que ce n'est pas le premier palais. Le premier, lui, il a brûlé. Il a brûlé au cours d'un incendie successif à une révolte des Noirs. Ça, c'est la première révolte qui mène à la destruction du symbole même de l'autorité allemande. Oui. Et ce que je retiens, moi, au-delà de tout cela, c'est surtout le silence de certains immeubles, le silence de certains sites. Certains sites sont restés vides, absolument vides d'histoire, tellement ils sont denses d'histoire en réalité, qu'on n'a pas pu l'occuper par un monument ou un immeuble quelconque. Je prends l'exemple des lieux de la pendaison du roi Rudolf Douala Mangabel. Vous l'avez peut-être visité, hein? C'est dans une cour banale, devenue banale. Là où il a été gardé prisonnier du 7 au 8 août 1914. Rien, personne n'y va, parce qu'il n'y a rien à voir. Et sa tombe, là où il a été inhumé, oui, c'est-à-dire au cimetière Njonjo, il n'y a plus aucune trace parce qu'on l'avait exhumé de là pour venir l'inhumer au caveau royal actuel. Ouais. L'hôpital de Douala, ce grand immeuble, ce grand et long immeuble au bord de la rue, d'ailleurs baptisée pour cette raison-là, la rue de l'hôpital, c'est-à-dire la rue qui mène vers le consulat de France, partant de chez le gouverneur, oui. Cet hôpital rappelle à qui connaît l'histoire que son portail portait un écriteau pour les Blancs. Oui, c'était un hôpital pour Européens. Ce qui va vous mener au second volet de cette révolte des Douala. Si le premier volet est celui de l'expropriation, le second, c'était l'instauration de l'apartheid. Les Noirs à part, les Blancs à part. Et c'est cet hôpital qui affichait haut ce racisme allemand. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des bâtiments qui sont un peu moins bavards sur des chapitres de l'histoire, à savoir par exemple le bureau des postes. Mais lui, il évoque un certain nombre de choses pour moi, parce qu'il se trouve au cœur du quartier qu'habitait ma propre famille. Nous habitions là. Je n'étais pas encore né, mais je sais où ma famille habitait. Et le Trésor, l'immeuble du Trésor, où habitait la famille Ndoumbe, Bonandoumbe, les Bonandoumbe. Ouais. Donc, en plus, j'ai parlé des rues. L'axe qui relie le plateau Jos à Akwa et à Daïdo, c'est-à-dire l'axe qui parcourt tout Douala, ouais,
raconte que le projet d'expropriation devait toucher aussi bien les Belles que les Aqua et les Daido. Mais les Allemands n'ont pas eu le temps de réaliser leur projet quand la guerre a éclaté. Voilà. L'avenue Amadou Ahidjo a été baptisée à un moment donné avenue du 27 août. Le 27 août 1940, date à laquelle le général Leclerc a débarqué à Douala. Mais lui, c'était déjà l'administration française. Mais c'est l'administration française qui a systématiquement effacé toute trace d'occupation allemande. Vous voyez, des traces, il y en a, même quand elles n'existent plus. Hein? Ouais. Puis l'effacement total des noms allemands sur les rues. Oui. L'administration française, quand elle s'est installée, n'avait pour premier objectif que la dégermanisation du Cameroun, effacer toute trace allemande. Voilà. Le roi Rudolf Douala Mangabel aurait été trahi en août 1914 par le sultan Njoya, roi Bamoun. Pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé? C'est une question très délicate, une question qui soulève une énorme polémique. Les Bamoun démentent systématiquement cette chose. Mais il existe des documents. À Douala, il y a deux versions de cette histoire de trahison. Deux versions. La première, celle des Bellois, c'est-à-dire ceux du futur canton Bel, qui fait état d'une lettre qu'on aurait confiée à un certain Ndane pour aller la donner au sultan Njoya. Quand le sultan Njoya l'a lu, il a pris la lettre et serait allé la remettre à un prêtre palotin allemand en lui disant « Regardez ce que m'envoie Rudolf Douala Mangabel, une lettre qui me demande de me soulever contre les Allemands. Les Allemands sont mes pères, comment est-ce que je peux les trahir ?» Bien, voilà la version qu'on retrouve parmi les Bellois. Une seconde version présidée par le sultan Ibrahim Njoya lui-même est publiée par l'IFAN, l'Institut français d'Afrique noire, en 1952, raconte quant à elle que Douala Manga a envoyé en ambassade auprès du sultan Njoya ce Ndane pour aller lui dire que les Anglais et les Français arrivaient bientôt pour combattre les Allemands et lui demandait donc de commencer déjà à faire la guerre aux Allemands. Le reste se rejoint. Il aurait fait arrêter Ndane, que les Allemands ont pris grand plaisir à emprisonner. Et tout ceci a mené à quoi? À l'arrestation et à l'emprisonnement de Rudolf Douala Mangabel. Voilà cette histoire. Mais il y a plusieurs versions, il y a toujours plusieurs versions d'une histoire lourde de contenu, parce qu'elle soulève des sentiments violents. Oui. Adolphe Gonzo-Dine a été pendu le même jour que Rudolf Douala Mangabel. Quel rôle a-t-il joué dans sa résistance au projet d'expropriation?
Il était d'abord un parent de Rodolphe Douala Mangabel, donc un proche. Et puis, en tant que secrétaire, il assumait les fonctions liées aux écritures, les écritures de toutes les réunions du royaume. Tous les actes du royaume, c'est lui qui les mettait par écrit. Seulement quand la situation s'est dégradée et que la guerre menaçant d'éclater, alors qu'ici, nous avions déjà, nous les Douala avaient déjà commencé leur guerre à eux. Ouais. Les expropriations, l'instauration de l'apartheid, etc., on n'en voulait pas. Donc, on faisait tout pour combattre les Allemands sur ce terrain-là. Et c'est Ngosodine qui assurait la correspondance, qui assurait les convocations aux réunions diverses, mais il est surtout connu comme celui qui, après l'avocat et l'avoué envoyé en Allemagne pour plaider la cause des Douala auprès du Reichstag, leur Assemblée nationale, a été lui aussi envoyé par Rodolphe Douala Mangabel pour la même raison. Seulement à son sujet, ce que je retiens surtout, c'est ce qu'ont fait les femmes de son village à lui, Ngosodine. Les femmes de son village ont mis sur scène une fausse veillée mortuaire à la veille du départ de Ngosso en Allemagne. Pendant que les pleureuses pleuraient dans la cour et que d'autres chantaient des mélopées de lamentation, il y en a d'autres dans la cour arrière qui s'attelaient à confectionner des miondo, des bâtons de manioc, mais des miondo vrais et des miondo faux. Les miondo faux n'étaient autres que les documents compromettants qu'il était censé emmener en Allemagne. Du coup, les Allemands s'y perdaient. Il y avait des miondo vrais et faux, ils ne pouvaient pas le deviner. Ils connaissaient l'odeur des miondo et l'ont laissé passer. C'est ainsi qu'il est passé inaperçu, déguisé en commerçant ouest-africain. Et il est arrivé en Allemagne. Mais seulement la nouvelle de l'arrestation à Douala de Rodolphe Douala Mangabel a conduit à son arrestation en Allemagne parce que le chef d'accusation était haute trahison. Ça, du coup, même l'Assemblée nationale d'un pays encore plus coriace que l'Allemagne aurait abouti à la même mesure. Voilà. Il a donc été ramené à Douala, oui, et jugé le 7 août avec Rodolphe Douala Mangabel, puis pendu avec lui le lendemain. Et le 27 septembre 1914, les troupes franco-britanniques se sont emparées de Douala. Comment les populations locales les ont accueillis ici? Oui, quand on vient de connaître les rigueurs de la colonisation allemande, tout autre colonisateur est le bienvenu. Mais c'est une bienvenue mitigée. On avait vu ce que signifiait la colonisation et on avait peur qu'on nous remette ça. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. L'administration française dont on attendait, enfin pas moins de rigueur, mais dont on attendait un règlement des problèmes fonciers, Douala. On a constaté, par contre, qu'ils se sont installés eux aussi sur le plateau Josse et ont entériné la mesure d'expropriation faite par les Allemands
Et du coup, vous voyez, ça peut être vraiment décevant. Mais leur arrivée à eux deux, c'est-à-dire les Français et les Anglais, avait été reçue avec enthousiasme. On sortait d'un traumatisme énorme, la pendaison de leurs dignes fils, de leur, disons, porte-étendard. C'est eux que le Ngondo tout entier, c'est-à-dire pas seulement le canton Bel, mais le Ngondo tout entier avait chargé de mener ce combat-là contre les Allemands. Alors, eux, morts, Douala est plongé dans un traumatisme assez gênant. Et l'arrivée des autres, c'était l'arrivée des sauveurs. Mais le sauveur, l'œil exercé, le regardait avec beaucoup de curiosité. Voilà. Cet événement entraîne-t-il de profonds bouleversements au Cameroun? Et le début de la colonisation française va-t-il changer fondamentalement la vie des Douala? Oui, la vie a beaucoup changé parce que, à la pendaison de Rodolphe Douala Mangabel, les Douala se sont éparpillés. Beaucoup ont quitté la ville pour aller dans le Mungo, c'est-à-dire la région où ils avaient tous leurs plantations. Et oui, on attendait beaucoup de l'administration française. Et j'ai dit tout à l'heure qu'elle a entériné le gros des décisions allemandes. Ce que les Douala ont assez mal interprété. Mais l'administration coloniale française avait pris pour première mesure la dégermanisation du Cameroun, c'est-à-dire l'effacement de toute trace de culture allemande. La manière de dégermaniser était un peu maladroite, parce qu'on envoyait des policiers, des hommes en armes, dans les cases, dans les maisons individuelles pour fouiller. Si on trouvait le moindre document en allemand, c'était une punition exemplaire. Il y avait dans la rue un tonneau sur lequel on vous couchait, vous, le chef de famille, devant vos épouses, vos enfants, vos cousins, vos voisins, etc., pour recevoir 25 coups de fouet. S'ils trouvaient par contre des livres, vous étiez un espion des Allemands, c'était la prison. Oui. J'ai vécu cela de près. Mon père racontait volontiers tous les soirs à ses frères ce qu'il avait vu lui-même, c'est-à-dire son père à lui, tous les matins, attelé à creuser des trous derrière la maison pour enterrer tous ses écrits, tout ce qui avait jusque-là constitué sa personnalité. S'il a été à l'école, ses documents scolaires, etc., il les enterrait, etc. Les attachant dans des journaux, mais des documents dans des journaux enterrés dans le Douala, si pluvieux, ne survivaient pas un an. Donc cela signifiait qu'à cette période, il était préférable d'être un culte plutôt que d'être cultivé. Mais non, non. Être cultivé n'a pas besoin de preuves écrites. On le sent à votre façon de parler, à votre argumentation. Si vous avez fait des études, ça se sentira dans votre attitude, dans votre habillement, etc. Les intellectuels avaient une présentation particulière et les voilà
savaient être élégants. Ah oui. C'est d'ailleurs l'une des choses que les Allemands leur reprochaient avec véhémence. Non seulement ils sont orgueilleux, ils osent regarder le blanc droit dans les yeux quand il leur parle, et en plus ils ont l'outrecuidance d'aller courtiser leurs filles. Voilà. Donc merci d'avoir répondu à nos questions et d'être venu. Merci à vous.